Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous revoilà pour une nouvelle semaine sportive et qu'on espère agréable en votre compagnie, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'on vous réserve ce soir? C'est dans LGT News. Le sommaire d'abord. Sommaire, ce soir, dans la Grande Team, des informations fraîches d'ici et d'ailleurs dans LGT News. Ligue des champions CAF. Le nul obtenu par la SEC en Tanzanie vous rassure-t-il pour la suite de la compétition? Ça fait l'actu. Marie-Christine Beaugré et son équipe vous souhaitent une bonne émission et une excellente semaine sur la 3. Alors pour ce soir, comme tous les soirs, une question LGT pour vous permettre d'interagir avec nous. Ligue africaine de championne CAF, le nul obtenu par l'ASEC en Tanzanie vous rassure-t-il pour la suite de la compétition? Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99 et aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bon, l'équipe de ce soir, la grande team de ce soir est composée de Henri-Joël, Jean-Philippe, Clément Yéton et Laurent Aguier. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Laurent? Je vais très bien. Ben, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Ah ouais. Tout comme vous autres, Clément, Jean-Philippe et Henri-Joël. Henri-Joël, ça va? Vous êtes bien reposé? Oui, ça va très très bien. Bien reposé, prêt aussi à aborder cette nouvelle semaine. D'accord. Bon, nous, on commence et on commence bien sûr avec les news pour vous et c'est dans LGT News. LGT News. De l'athlétisme pour commencer nos news. Semi-marathon international du district autonome d'Abidjan. Le Kenyan Chebois William Ruto, grand vainqueur du 21 km. Chebois William Ruto s'est offert la 19e édition du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan sur les 21 km courus samedi dernier à Abidjan. Le Kenyan a avalé cette distance en 1 h 22 minutes 36 secondes. Il est suivi de son compatriote Mamboke Clément Dridens qui lui a mis 1 h 24 minutes 7 secondes. Le Ghanéen Belunda ferme la marche avec un chrono de 1 h 27 minutes 36 secondes. Pour revenir à ce semi-marathon international du district autonome d'Abidjan qui a vu la participation effective de la légende du football ivoirien Didier Drogba, il faut dire que 6000 athlètes au total étaient au départ des différentes courses au programme. 20 pays ont effectivement fait le déplacement pour cette compétition. À noter que 6 135 000 francs, dont 1 500 000 francs CFA en espèces pour le grand vainqueur ont été distribués aux athlètes méritants. LGT News. Coin du bonheur. Appelez Talou désormais Madame Smith. Quelques jours après avoir annoncé son mariage traditionnel du 16 novembre dernier, avec de beaux clichés sur les réseaux sociaux, Marie-Josée Talou vient d'acter son mariage civil avec son époux originaire de Trinidad et Tobago. La sprinteuse ivoirienne est désormais Madame Smith. Cette union s'est déroulée le 18 novembre dernier, c'est-à-dire le jour même de l'anniversaire de Marie-Josée Talou. Mais, en accord avec les invités, seuls les mariés devraient publier en premier les clichés de ce beau mariage qui a réuni plusieurs célébrités. C'est désormais chose faite. La championne ivoirienne a inondé ses différents comptes des photos de ce beau mariage. LGT News. Combat full contact. Oli la machine perd au point. Oli la machine espérait mieux pour son combat en Bulgarie le week-end dernier, mais le combattant ivoirien a finalement perdu au point face à Sébastien Lutaniuk à l'issue du Gala Senshi 19. Les 3 juges ont enregistré des résultats proches sans pour autant être unanimes. La décision en faveur de Sébastien fut partagée. Les juges 1 et 3 ont planché 29-28 pour le boxeur roumain, quand le second juge a comptabilisé un nul, c'est-à-dire 29-29 pour les deux combattants. Des décisions qui prouvent bien que le combat était très serré. Oli la machine va devoir patienter pour aller à la conquête de nouveaux titres. LGT News. Football, Cannes 2023. Plus d'1 million de tickets mis en vente. Le COCAN a initié vendredi dernier son point de presse hebdomadaire dont le premier du genre, tenu dans un hôtel de la place à Marcory, a tourné autour de la billetterie.
À en croire, le vice-président du COCAN, Yacine Idriss Diallo, et Janvier Kouakou, chef de département billetterie, ce sont entre 1 300 000 et 1 500 000 tickets qui seront vendus durant toute la compétition. Détail important, les conférenciers ont indiqué la mise en place d'une Bible hybride, à la fois numérique et physique. 15% des billets sont payables en ligne. Et à partir du 13 décembre, les billets physiques seront mis en vente dans 57 points de vente et 2 boutiques dans toutes les villes. C'est la première fois que la CAF expérimente la billetterie mixte, a révélé le vice-président du COCAN, Yacine Idriss Diallo. Avant de préciser que tout ce travail se fait en totale synergie avec la Confédération africaine de football. Nous sommes dans la dernière ligne droite, on est en train de peaufiner les derniers détails. Et la billetterie fait partie des éléments importants parce que pour accéder au stade, il faut avoir des billets. Donc on a mis en place un dispositif innovant permettant à tout le monde d'avoir des billets, tant des billets en ligne que des billets physiques. Donc il était important qu'on communique là-dessus. Vous aurez des précisions complémentaires sur les points de vente et on invite tout le monde à acheter les billets directement dans les points de vente qui seront désignés. Évitez d'acheter des billets au marché noir, évitez d'acheter des billets dehors, des billets à l'extérieur. Non. Une fois que les points de vente sont indiqués, allez acheter des billets dans ces points de vente-là ou alors achetez vos billets en ligne et puis venez nombreux au stade. LGT News. Max Kokan, la présidente de la coordination de Bouaké, investit. Le mouvement Aruna Koné, en soutien au COCAN, dénommé Max Kokan, a séjourné le week-end dernier dans la capitale du Bouaké. À cet effet, l'ex-international ivoirien, à savoir Aruna Koné, a procédé à l'investiture officielle de la présidente de la coordination de Bouaké, Fatoumata Traoré. Cette installation fait suite à celle qui a eu lieu à Korogo il y a quelques jours. La cérémonie de la capitale du Grand Centre s'est déroulée en présence des chefs coutumiers. Plusieurs personnalités de la ville, dont le ministre des Transports, Amadou Koné, qui a réaffirmé sa volonté de soutenir les actions patriotes du Max Kokan. Selon Aruna Koné, d'autres manifestations de ce genre sont prévues à Yamoussoukro et à San Pedro. Alors, d'autres informations s'ajoutent. D'abord, le basketball, tournoi de qualification olympique FIBA 2024. Après le tirage au sort effectué cette nuit même dans le cadre du tournoi de qualification olympique FIBA 2024, la Côte d'Ivoire évoluera à Porto Rico et figure dans la poule A en compagnie du Mexique et de la Lituanie. Ce tournoi aura lieu du 27 au 7 juillet prochain. Afro-Basket 2025, la Côte d'Ivoire dans le groupe D. Le tirage au sort des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 a eu lieu samedi dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe D en compagnie de l'Égypte, la République centrafricaine et le vainqueur du match Djibouti-Madagascar. AFC Champions League, conférence Ouest. Al Nasser Persepolis 0-0. Al Nasser a reçu ce soir Persepolis dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupe de l'AFC Champions League. Un match qui s'est soldé sur le score de 0-0. Bon, voilà, vous attendez. Est-ce que vous attendez un pareil résultat? D'abord, on commence avec le débrief des news. Clément, par rapport à ce match? Ouais, je pense que c'est quand même un petit échec pour la formation de Al Nasser, de Cristiano Ronaldo, de Mané, parce qu'ils ont l'effectif pour pouvoir battre tout le monde. Après c'est le football, il y a d'autres réalités. Et l'autre réalité, c'est qu'il y a eu un carton rouge pour cette formation de Al Nasser. Voilà, et puis ça a rééquilibré les débats. On a vu une équipe qui a été un peu en difficulté. Après aussi, il n'y avait pas trop d'enjeux quand même pour Al Nasser qui, dans cette poule-là, domine les débats. Ils ont 13 points. En deuxième position, on a Persepolis qui vient avec seront au second tour, vont aller loin dans cette compétition-là. On attend de voir ce que ça va donner avec les recrues qu'ils ont actuellement. C'est un effectif taillé pour aller chercher cette compétition-là. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais il y a d'autres belles formations également dans cette compétition qui peuvent les titiller, qui peuvent gâcher l'ambition de cette formation de Al Nasser, parce que le football, il ne suffit pas d'aligner des stars, il ne suffit pas d'aligner les étoiles. Voilà, et le combat sur le terrain reste à aller chercher les victoires, reste à aller chercher sur la pelouse. Et voilà, on va attendre de voir ce que ça va donner pour la suite. Exactement, exactement. Et Afro-Basket, on en parle avec Henri Joël.
Bien évidemment, la Côte d'Ivoire qui connaît ses adversaires dans 2 différentes compétitions. Déjà, on va commencer avec l'Afro-Basket. Bien sûr, ça sera en 2024 que cette compétition va se jouer. Je dirais les éliminatoires. La Côte d'Ivoire, comme je le disais, connaît ses adversaires. C'est l'Égypte, c'est la République centrafricaine et c'est le vainqueur du match Djibouti-Madagascar. Alors, dès qu'on voit cette liste, on se dit tout de suite le véritable concurrent de la Côte d'Ivoire dans cette poule, ça sera l'Égypte. Mais il ne faudrait pas aussi minimiser les autres formations que sont la République centrafricaine et soit Djibouti ou Madagascar. Il faut savoir qu'on prend 2 qualifiés dans chaque poule pour aller jouer la compétition. Donc largement, la Côte d'Ivoire a ses chances de se qualifier pour l'Afro-Basket à venir. Maintenant, il reste du côté des Ivoiriens à être concentrés, à faire venir les meilleurs joueurs pour participer à cette compétition. Parce qu'on se rappelle que nous avons fini vice-champion lors de l'édition précédente. Et quand on a fini vice-champion, quand on part à cette compétition, d'abord il faut se qualifier, mais aussi il faut aller chercher mieux que la place de vice-champion, c'est-à-dire maintenant la place de champion d'Afrique. Voilà. Allez, après ça, on va parler de la qualification pour les JO. Oui. Voilà. Déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire était engagée au mondial et parmi toutes les équipes africaines engagées dans cette compétition, il fallait finir la meilleure équipe du continent à la Coupe du Monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour la Côte d'Ivoire. C'est plutôt le Sud-Soudan qui a fini meilleure nation africaine à la Coupe du Monde, donc qui a obtenu automatiquement son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Les autres nations, maintenant, doivent passer par ce petit tournoi-là, qualificatif, pour s'adjuger un des tickets. Et il y a 3 nations par poule. La Côte d'Ivoire se retrouve dans la poule A avec la Lituanie et le Mexique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, il faut savoir que l'équipe de la Lituanie a joué les 8e de finale du mondial passé. Elle a été éliminée par la Serbie 87-68. Ce qui est intéressant encore, c'est que cette équipe de la Lituanie se trouvait dans la même poule que le Mexique. C'est-à-dire, on a 2 adversaires qui se connaissent très bien, qui étaient récemment au mondial. Et le Mexique, dans cette configuration, apparaît comme l'équipe un peu la plus faible, si on peut mettre ça entre guillemets. La preuve, c'est qu'à ce mondial, le Mexique a été battu par l'Égypte 100-72. Le Mexique est tombé devant la Lituanie 96-66. Et le Mexique est tombé devant le Monténégro 91-71. Quand on regarde ces résultats, on se dit c'est l'équipe la plus faible de notre poule. Quoique, il faut aller encore à cette compétition concentrée et surtout permettre aux meilleurs joueurs de revenir jouer avec les éléphants pour pouvoir avoir cette qualification. Alors, tout cela, ça sera après, bien sûr, les élections à la Fédération ivoirienne de basketball qui vont se dérouler le 2 décembre prochain. Donc, forcément, soit le président Bamba sera là pour conduire cette équipe, soit ça sera un nouveau président. D'accord, on attend donc de voir. Merci beaucoup, Henri Joël. Laurent, avec vous, on parle CAN 2023. Oui. Oui. Oui, la CAN 2023, elle arrive à grands pas. Oui, avec les millions de tickets les millions de tickets, bon, je pense que ça prouve l'engouement des Africains pour cette CAN. Parce que déjà, on a vu lors de la CAN, lors de la Ligue des champions féminine, on a vu qu'à Korogo et à San Pedro, bon, les stades étaient pratiquement bourrés. Donc, pour la grande CAN, déjà, c'est un véritable engouement, c'est une véritable mobilisation autour de la CAN. Tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire pour voir cette CAN de l'hospitalité. Et déjà, en tout cas, tout est plein. Et j'espère que d'ici là, lors de la CAN, il n'y aura plus de tickets dehors, parce que le président a dit que ce sera les matchs pratiquement à guichet fermé. Voilà. Exactement. Oui, Jean-Philippe, avec vous, un mot de coin de bonheur avec le mariage de Marie-Josée Talou. Oui, c'est l'événement People de cette semaine, le mariage de Marie-Josée Talou. Après, si c'est Gueux qui nous a envoyé nous balader dans les dunes marocaines, on a Talou également qui nous envoie sur les belles plages de Trinidad et Tobago. La Côte d'Ivoire voit ces 2 sprinteurs, hommes et dames, aller se mettre en couple avec des personnalités venant d'autres horizons. C'est aussi ça la beauté de ce sport, des voyages, du brassage culturel. On aura donc dans quelques années des petits gourous à Trinidad et Tobago, peut-être avec les gènes de leurs parents, puisque M. Smith et Mme Smith sont 2 sprinteurs, courir maintenant pour les couleurs de qui? Ça va faire, je dirais, l'objet d'un débat
fort houleux entre la mer, on espère entre la mer et nous. On espère que voilà, c'est un peu, c'est pareil. Mais en tout cas, félicitations à Talou, magnifique mariage. Ça fait déjà quelques années que nous savons qu'elle est avec M. Smith. Elle a partagé énormément d'images avec ce dernier. Dans les moments également très durs de sa carrière, avec cette défaite au pied du podium, il a toujours été à ses côtés. Et vraiment, c'est la célébration de cet amour-là. Félicitations à Talou, félicitations à M. Smith et on leur souhaite tout le bonheur du monde. Beaucoup de petits gourous. Eh oui, tous nos voeux de bonheur donc au couple Smith. Bon, on marque une petite pause, hein, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu, je vous donne justement la question LGT. Ligue africaine des champions CAF. Le nul obtenu par l'ASEC en Tanzanie vous rassure-t-il pour la suite de la compétition? Le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. A tout de suite. Le débrief de l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je suis toujours accompagnée d'Henri Joël, de Jean-Philippe, de Laurent et de Clément Yéton. Et nous passons à ce qui crée le buzz ce soir. Le tacle scandaleux de Sergio Ramos, bon, c'est ce qui crée le buzz. On regarde cet élément vidéo, après on en parle sur le plateau de La Grande Team. Alors, Sergio Ramos, qui est un habitué hein, des cartons, hein, bon, finalement, comment jugez-vous ce geste? Je me disais qu'avec l'âge, l'homme allait un tout petit peu s'assagir dans sa manière de jouer. Mais comme on le dit, ce n'est pas à un certain âge qu'on essaie de changer un homme. Sergio Ramos a toujours été un joueur rugueux. Depuis le FC Séville, au Real Madrid, il formait une paire historique avec un autre joueur de son acabit, Pepe. Il est parti au Paris Saint-Germain avec, je dirais, tous ses problèmes physiques. Il a eu du mal à s'adapter. Non seulement à s'adapter, mais également à se maintenir comme un défenseur titulaire inébranlable de cette forme. Il a décidé de se passer de ses services. 18, vous l'avez vu qu'il a tiré le bras de Salah. Le oui. fait tomber, il a pratiquement lutté Salah. Et Salah n'a fait que 30 minutes et puis il est sorti. Et ça a permis au Real de gagner 3-1. Alors qu'en ce moment, Salah était l'homme le plus en forme de la Ligue des Champions et 10 buts. Donc Sergio Ramos n'est pas son premier geste maladroit. À 37 ans, on pensait quand même qu'il pouvait s'assagir comme il a dit. Mais s'il ne change pas à 37 ans, moi je pense qu'il faut mieux vaut aller à la retraite maintenant parce qu'il risque de détruire pas mal de jeunes talents. Ouais. Voilà, là, il pourrait prendre le tibia, d'où fracture péroné tibia, il pouvait le faire. Heureusement, le jeu il a eu plus de chance. Donc je pense que le carton rouge est vraiment mérité. Ainsi, oui. Contre le Real, il n'avait pas eu de carton. Bah, heureusement que cette fois-ci, il a eu le carton rouge. Et Henri Joël, parlons justement, Laurent en parlait, à 37 ans, il continue de ne pas s'assagir encore et d'avoir des tacles aussi violents. Est-ce qu'il peut s'assagir? C'est pas possible. Ah bon? C'est pas possible. Après avoir tout gagné en fait, quand même. Ramos, ça c'est du Ramos. Oui. Voilà, on l'a connu comme ça, il va finir comme ça. Comme ça. Voilà. On l'a connu comme ça et ça ne peut pas changer. Quand on voit un peu le tacle, je pense qu'il le fait sciemment. Parce que d'abord, il envoie le pied, mais après, il lève. Étant couché, il lève le pied. Oui. Et je pense que c'est ce qui a fait que la VAR l'arbitre a décidé de changer de la couleur du carton. Donc, il a fait sciemment et c'était dans l'intention, parce que là, il ne cherchait pas le ballon. Il ne cherchait pas le ballon, c'était dans l'intention de faire mal. Et il a toujours... le Brésilien... À Manchester, il y avait Yapstam. Le Brésilien Lucho. Bon, à Manchester Stam, il n'y avait personne à côté. Hein, comme Rio Ferdinand. Non, Ferdinand a joué avec Vidic. Après, oui. Voilà. Donc, encore une autre paire. Aujourd'hui, Ramos oui. Le voit faire ça. En fait, ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas. Et déjà, même face au Real, comme Laurent l'a dit, il pouvait même être exclu du match. Mais bon. Ouais. Mais il n'a pas pris de carton ce match. Oui. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ce genre de geste accompagné de ce genre de sanctions est fortement réprimé du côté de l'Espagne. Donc c'est sûr que la commission qui est chargée de plancher sur ce genre
de sanctions va tout simplement s'asseoir et je pense qu'il va prendre cher. Je pense que il risque de prendre, en tout cas, ce ne sera pas un seul match de suspension. Déjà un carton rouge direct en Espagne, c'est entre 2 et 3 rencontres. Maintenant, avec les circonstances aggravantes, c'est vrai que le joueur n'est pas blessé, mais au vu quand même du geste qu'il a esquissé sur ce tacle, ben, je crains pour lui. Voilà. Le joueur qui n'est pas blessé, comme Laurent l'a dit, c'est par chance parce que vraiment, il aurait pu avoir une grave blessure. Oui, Clément. Oui, tout à fait. Je pense qu'on parle quand même d'un garçon qui vient de l'Andalousie. On connaît cette région de l'Espagne en tant que voilà, des gens qui ont un peu de grinta, un peu de folie en eux. Et comme on l'a dit, l'habitude, c'est une seconde nature. Après plusieurs années, il n'a pas changé. Il fait partie des joueurs souvent les plus expulsés du 21e siècle. Il a 29 cartons rouges pour lui. Il est en première position. En deuxième position, tu as Rafael Márquez, l'ancien de Barcelone et de Monaco. Et puis en troisième position, tu as voilà, l'autre qui faisait fort en termes d'agressivité, Felipe Melo, le Brésilien de la vieille dame. Voilà, qui vient en troisième position. Ramos, voilà, c'est ce qui fait Ramos. Avant la VAR, il avait un peu ce côté futé là, ce côté malicieux où il pouvait faire sortir un joueur par des blessures, comme l'a dit également. Voilà, on l'a vu avec le cas Mohamed Salah en finale de la Champions League, il n'échange pas. C'est ce qui a fait de lui. Et au début de sa carrière, c'était un joueur qui n'était pas top physiquement, où il a été humilié en Classico par Ronaldinho et autres. Après ce match-là, il a compris qu'il fallait muscler son jeu. Mais lui, il a été un peu quand même dans ce qu'on appelle l'exagération. Parce que voilà, franchement, pour muscler son jeu, il muscle son jeu. Le geste qu'on voit là, il peut faire mal à la carrière d'un joueur. Et ce qui est marrant même dans cette action, quand on lui donne le deuxième jaune, il dit à l'arbitre d'aller vérifier. Voilà, que ce n'est pas un geste exagéré. Et quand l'arbitre va voir à la VAR, il retire le carton jaune et il lui met directement un carton rouge. Voilà, puis dit que voilà, c'est un garçon il aurait mieux fait de se taire. Qui use un peu de la ruse, mais là, il a été rattrapé par lui-même, sa propre ruse. Voilà, et quand même, c'est un geste à condamner. Pour terminer, non, c'est vrai que sur ce geste, c'est un geste à vraiment ne pas montrer aux jeunes dans les centres de formation. C'est un geste, j'en suis sûr, que pour lui à ne pas refaire. Mais il a quand même des qualités pour arriver là où il est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Personne de... Mais il a évoqué 29 cartons rouges. Il a évoqué 29 cartons rouges. Donc, alors, posons-nous la question si la VAR existait depuis longtemps. Peut-être il serait à plus de 50. Parce que là, sur le coup, l'arbitre donne un deuxième jaune. C'est vrai que c'est synonyme de rouge. Mais après visionnage, il donne un rouge direct. Ce qui veut dire quoi? Que si, par exemple, c'était sa première faute et qu'il n'y avait pas la VAR, il ne sortait pas. Il allait avoir un carton jaune et il continuait le match. Oui, heureusement que heureusement qu'il y a la VAR. Oui. Il est allé regarder et il a donné le rouge direct. Donc, ce qui veut dire que s'il y avait la VAR depuis peut-être une dizaine d'années, ben, peut-être Ramos était à 50 cartons rouges. Heureusement. Alors, bien heureusement, il y a la VAR et c'est un geste à ne surtout pas reproduire, le tacle scandaleux de Sergio Ramos et c'est ce qui crée le buzz ce soir. On marque une petite pause, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on en rentrera en plein dans le vif du sujet avec la question LGT de ce soir, Ligue africaine des champions CAF. Le nul obtenu par l'ASEC en Tanzanie vous rassure-t-il pour la suite de la compétition? Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur le plateau de la Grande Team et direction le sujet principal de ce soir, c'est dans l'actu. Et le téléphone est ouvert, donc vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3 pour nous dire Ligue africaine des champions CAF, le nul obtenu par l'ASEC en Tanzanie vous rassure-t-il pour la suite de la compétition? Oui, l'ASEC Mimosa a contraint au nul le Simba SC samedi dernier. On regarde ce téléphone. Et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. L'ASEC Mimosa a réalisé une belle opération en Tanzanie en tenant en échec le Simba SC un partout lors de la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF.
Samedi, au National Stadium de Dar es Salaam, les Mimos ont montré un visage très conquérant. L'entraîneur Julien Chevalier a disposé son équipe dans un 4-4-2 offensif avec des joueurs expérimentés tels que Foli Ayayi, Wonlo Koulibaly, Aka Essis Baudelaire, Kwame Kofi Christian, Serge Poku et Trésor Mofossé. Nullement impressionnés par l'environnement, les jaunes et noirs ont su imposer progressivement leur jeu. Même quand l'arbitre égyptien Mohamed Mansour a accordé aux Tanzaniens un pénalty généreux transformé par Saidi Ntibazankiza. Juste avant la mi-temps, ils n'ont pas baissé les bras. C'est donc en toute logique qu'ils ont obtenu l'égalisation en seconde période suite à une action bien construite conclue par Serge Poku. Ce résultat permet aux Mimos de se hisser à la deuxième place du groupe B, derrière les Botswanais du Jwaneng Galaxy qui ont eu le déçu sur le WAC à Casablanca. Alors, le visage montré par les protégés de Julien Chevalier vous a-t-il rassuré, messieurs Avopanonso, un oui ou un non? Oui pour Laurent, oui pour Clément, non pour Jean-Philippe, oui pour Henri-Joël. Jean-Philippe, vous êtes le seul à dire non, donc je vous écoute. Oui, je dis non parce que c'est trop tôt, pas parce que j'estime que les joueurs de la SEC ont mal joué ou que Julien Chevalier n'a pas bien conduit ses hommes. Je dis non parce qu'on est en début de compétition. On a pu se rendre compte, même il y a une formation qui fait partie des favorites de cette compétition qui s'est inclinée chez elle face aux représentants, je crois, du Botswana. Voilà, donc j'estime qu'en début de compétition, c'est vrai, les grands peuvent souvent trébucher, mais c'est dans la continuité, dans l'enchaînement, quand on se rend compte de la capacité des uns des autres à pouvoir tenir le rythme. Ce que la SEC a réalisé face à cette formation de Simba, c'est bien. C'est une très bonne chose, c'est encourageant, sûrement, du point de vue de l'attitude, du point de vue du résultat. Mais j'estime que pour l'instant, la jauge n'est pas suffisamment remplie pour estimer à mon niveau que ce soit rassurant pour la projection tout au long de la compétition. Déjà, samedi prochain, il y a un très gros adversaire qui va se déplacer ici au stade Houphouët-Boigny. À l'issue de cette rencontre, par rapport à l'attitude des joueurs, au résultat surtout, en ce moment-là, si cette question m'est posée, si la SEC réalise une victoire, même si la SEC joue mal, en tout cas, je soulèverai même 2-3 palanceaux pour dire oui, effectivement, les jaunes et noirs ont compris l'essence de la compétition, ils sont rentrés là-dedans. Sinon, je suis très clair. Pour moi, pour l'instant, ce n'est que le début. Voilà. Il faut qu'ils gardent la concentration nécessaire parce que sur cette rencontre, comme l'ont si bien dit certains observateurs, il y avait de la place même pour s'imposer. Je dirais que la SEC a un peu trop respecté son adversaire, surtout en première partie de rencontre. C'est vrai que c'est tout nouveau, surtout pour Julien Chevalier, qui a tant bataillé après plus de 5 années à la tête de l'encadrement technique jaune et noir pour se retrouver à cette place. En deuxième mi-temps, il a compris qu'il fallait débrider un peu les chevaux, laisser les garçons montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. On verra si face au WAC, il sera soit frileux en leur demandant de défendre face à une formation qui a remporté ces dernières années énormément de titres, ou bien il va laisser ces garçons s'exprimer vraiment. Parce que j'ai beaucoup aimé le visage de certains joueurs qui ont montré une grande palette technique, d'intelligence de jeu. Maintenant dans la finition, toujours la finition, gros problème du côté des jaunes et noirs. D'accord. Vous attendez donc de voir les rencontres à venir. Surtout la rencontre qui vient. Qui vient pour ce samedi. D'accord. Ok. Sur la page Facebook de la 3, on a Eouman Tano qui nous dit c'est un score plus que satisfaisant. J'ai vu la SEC étincelante et complète car pour une fois, tous les compartiments ont fonctionné merveilleusement. J'espère qu'il en sera de même le samedi 2 décembre 2003 contre le WAC Casablanca 2020. Du Maroc, ici à Abidjan. Oui, il a écrit 2003, mais je pense qu'il voulait plutôt dire 2023. Oui, Clément, vous qui avez dit oui. Oui, parce que voilà, moi je m'inquiétais quand même pour cette formation de la SEC qui n'avait pas un bon visage en championnat, qui a perdu son dernier match en championnat avant de se déplacer en Tanzanie. Voilà, je pense que le constat qu'on fait actuellement sur la dernière année, c'est que la SEC devient plus mature en compétition africaine qu'en championnat. En championnat, ils deviennent plus fébriles et en compétition africaine, ils commencent à devenir de plus en plus solides. Et oui, pourquoi? Parce que j'ai vu deux belles facettes de la SEC Mimosa. D'abord, une belle facette en première période, quand il s'agissait de contenir l'adversaire dans la discipline collective. On a vu des garçons qui se replaçaient les uns pour les autres, qui faisaient les efforts les uns pour les autres. On arrivait quand même à boucher le couloir des Tanzaniens qui faisaient partie de la force de cette formation tanzanienne. Et puis oui, également, parce que j'ai vu une deuxième période où on a vu un visage intéressant de cette formation de la SEC Mimosa quand il s'agissait d'aller chercher un résultat, d'aller égaliser. Parce
parce que ce n'est pas évident quand vous prenez un but comme ça avant la pause, à quelques minutes de la pause, sur une erreur d'arbitrage où le pénalty même n'existait pas. Vous pouvez prendre un coup au moral, mais eux, ils ont été requinqués dans le vestiaire, ils ont été remotivés par Julien Chevalier. Donc, ils viennent présenter un beau visage où, comme l'a dit JP, où ils se sont exprimés offensivement dans le coaching de Julien Chevalier, où il va replacer Darasouba proche de ses attaquants. Ça va permettre à la SEC de mettre le pied sur le ballon. Oui, également, parce qu'on a un coach qui commence à devenir un peu, voilà, qui commence à cerner cette équipe de la SEC Mimosa, qui commence à cerner la compétition africaine. C'est vrai qu'au début, il était décrié par son coaching, mais là, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Il est en train de faire un formidable boulot. Il faut remettre à Julien ce qui appartient à Julien, ce qui appartient à Julien. Voilà, donc je pense que c'est une équipe qui commence à prendre la mesure de la compétition africaine, dans tout ce qui est discipline tactique, dans tout ce qui est collectif, parce que pour aller loin dans une compétition africaine, il faut de la discipline, il faut un bon collectif également. Si la SEC a un grand tueur, s'il avait un attaquant de renom, s'il avait ce finisseur-là dans ce match, je pense qu'il ferait mieux même que le match nul en Tanzanie. Mais bravo à eux. Après, c'est une longue compétition. Voilà, il faut attendre de voir ce que ça va donner face à l'un des favoris de la compétition, qui est le Wydad de Casablanca. C'est là qu'on va voir le réel niveau de la SEC Mimosa en compétition africaine, même pour ce que l'équipe présente sur 2 années actuellement, que ce soit en Coupe de la Confédération et puis le démarrage de la Champions League. Je pense qu'il y a de grands espoirs quand même pour les hommes de Julien Chevalier, et on va attendre de voir ce que ça va donner face au Wydad de Casablanca. De Casablanca, d'accord. Attendons de voir l'avis de M. Kadio Alfred qui nous appelle d'Anyama. M. Kadio Alfred, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Bien, et chez vous? Je vais très bien. Bon, je vous laisse saluer le plateau. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Bien, oui, je veux dire Kadio. que la SEC est dans la continuité de sa campagne africaine de l'année passée. Oui. Voilà, c'est vrai que la SEC a perdu des cadres, mais le rendement est pareil que l'année passée. Voilà, c'est vrai que cette année, la compétition, c'est la Ligue des Champions, c'est plus élevé que la compétition de l'année passée. Mais faire douter le Simba à domicile, comme la SEC l'a fait hier, ce n'était pas permis. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Donc, on peut dire qu'on est rassuré parce que la SEC, avant le voyage, a fait des matchs qui nous ont pas rassurés, mais aujourd'hui, on est en droit de dire que oui, la SEC a les armes, a les moyens de faire douter les grands d'Afrique. Donc, il n'y a pas de péril dans la demeure, il n'y a pas de peur à se faire aujourd'hui. En tout cas, on est content que Julien Chevalier continue sur la même lancée, que le joueur continue, qu'il lâche un peu plus vite les joueurs. Permettre aux joueurs de jouer leur football, on va voir que la SEC va vraiment produire quelque chose de potable. Encore une fois, merci, c'était ma contribution. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Kadio Alfred. Merci beaucoup. Oui, Laurent, vous aussi, vous avez dit oui. Oui, parce qu'en Ligue des Champions, la SEC n'a pas trop l'habitude de gagner des points à l'extérieur. En 2019, la dernière année de Ligue des Champions, la SEC a eu 0 points sur 9 à l'extérieur. Oui, parce que il y a 2 ans, lors de la première journée de la phase finale de la Coupe CAF, le Semba avait battu la SEC 3-1 en Tanzanie. Oui, parce que lors des championnats, il y a 12 journées, la SEC a perdu 3 matchs. Donc on avait quelques appréhensions avant ce déplacement. La SEC a pu ramener 1 point. 1 point face à un adversaire dangereux, un concurrent dangereux pour la deuxième ou bien la première place. Parce qu'aller prendre 1 point chez l'adversaire, qui peut aussi se qualifier, c'est déjà pas mal. Mais j'ai eu quelques petits frissons lorsque j'ai vu le résultat de Galaxy, qui allait faire le hold-up à Marrakech, parce que je ne comptais pas trop sur Galaxy par rapport aux 2 premières places. Mais en gagnant le favori du groupe, je pense que Galaxy replace les pions au niveau du groupe B. Donc, comme Jean-Philippe l'a dit, la SEC sera sous pression le samedi, parce que le WAC a perdu à domicile. Et le WAC ne voudrait pas perdre encore à Abidjan. Ça sera fait 0 point. Et là, la qualification sera difficile. Donc la SEC, mais la SEC aussi, depuis un moment, depuis 2 ans, la SEC s'est gagnée à domicile, s'est chercher des points à l'extérieur. Donc je pense que c'est un match, ça sera le premier tournant. Déjà la deuxième journée, ça sera le premier tournant. Une victoire, la SEC, déjà ça met le WAC à 4 points. Et ça sera difficile à rattraper. Donc je pense que la SEC
comme un auditeur l'a dit, bon, la SEC souvent a perdu des joueurs essentiels chaque année. Mais ça n'impacte pas le résultat du club en Coupe d'Afrique, puisque les Konaté Kari sont partis. Ouais. Mais l'année passée, la SEC est arrivée en demi-finale pour la première fois depuis 17 ans. Donc, je pense que même cette année, il y a beaucoup de joueurs ici qui sont partis, les Autogoula sont partis. Ouais. Mais on ne pensait pas que la SEC pouvait arriver en phase finale de Ligue des Champions. Elle est arrivée à des nouveaux joueurs. Donc je pense que quelque part, le service de recrutement, la SEC, quand même, sait prendre les joueurs qu'il faut pour les mettre à la place qu'il faut. Et je pense que cette année, il faut quand même faire confiance à la SEC. Mais tout dépendra du prochain match contre le WAC au Stade Foubagne. Je pense que les dirigeants de la SEC auraient pu accepter d'aller jouer à Yamoussoukro, qui leur portait beaucoup de chance par le Stade Foubagne. Bon, voilà. Non, mais je pense qu'on espère que tous les stades porteront chance à l'équipe de la SEC. D'accord. On a M. Kofi Mathieu, avant de revenir à vous, messieurs, on a M. Kofi Mathieu en ligne. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, je vous laisse saluer le plateau. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, monsieur Kofi Mathieu, on vous écoute. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport au nul obtenu par la SEC? Bien, on aurait voulu avoir la victoire. Oui. Malheureusement, on a fait un match nul, mais après la victoire, le match nul est mieux pour nous. Parce que si on faisait une défaite là-bas, ça allait être un peu compliqué. Un match nul, on va les recevoir à Abidjan. Et on doit tout faire pour que les matchs qu'on va jouer à domicile là, en tout cas, on fasse des victoires. Si on peut négocier des matchs nuls à l'étranger et puis venir faire des victoires ici, c'est sûr qu'on va passer le premier tour. Donc, je crois que l'avenir est devant nous. Ouais. Nous devons tout faire pour gagner le prochain match et puis espérer bien négocier les autres qui arrivent. Oui, très bien. Ouais. OK. C'est pris en compte donc. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission. Merci beaucoup. Je vois que tout le monde attend le prochain match, un match très relevé. Mais avant, écoutons les arguments d'Henri Joël et après on en parle. Alors moi j'ai mis oui pour plusieurs raisons. Déjà oui pour la transition qui a été bien faite par la SEC. Okay. Oui pour le mental dans le match. Oui pour le coaching de Julien Chevalier. Oui pour la résilience, oui pour le collectif et oui pour les individualités que nous avons vues et surtout oui pour le contenu. Je veux parler un peu de la transition. La SEC était en difficulté en championnat, déjà battue par le Racing Club avant d'évacuer le voyage. Il n'y a pas, je dirais, mauvaise manière de préparer une rencontre continentale que de perdre à domicile face peut-être à un des concurrents directs au niveau du titre. Ils ont perdu face au Racing. Et ici, moi, j'étais le premier à dire, je n'étais pas rassuré. Ouais. Je n'étais pas rassuré pour ce voyage en Tanzanie. Mais ils ont su faire la transition, c'est-à-dire du championnat à la Ligue des Champions. Ce n'est pas la même compétition. Donc la SEC a su se mettre à niveau, au niveau de cette compétition africaine. Ensuite, le mental. Le mental, parce que dans le match, il y a eu plusieurs faits qui auraient peut-être... donner un coup de massue au moral des joueurs de la SEC, notamment l'arbitrage, qu'on n'a pas manqué de le dire, l'environnement, puisque, vous savez, dans cette zone de l'Afrique, aujourd'hui, le football a pris une envergure très, très importante. Du coup, il y a plusieurs personnes au stade hein, quand vous jouez, ce qui n'est pas l'habitude, ce que les joueurs de la SEC n'ont pas l'habitude de voir ici en championnat. Ouais. Mais ils ont eu le mental pour aller de l'avant. Et puis le coaching, parce qu'en première partie, c'était un peu difficile. C'est vrai que la SEC a su contenir cette équipe de Simba, mais avec le coaching de Julien Chevalier, surtout en deuxième période, on a vu que ça a complètement changé la manière de jouer de la SEC et ça permet à cette équipe de la SEC de revenir. Et même quand la SEC prend le but, l'action, il y a une action qui suit. C'est là que je reviens toujours sur l'arbitrage. Il y a eu une action un peu bizarre. Je pense que, normalement, vu que... Bon, malheureusement, il n'y a pas la VAR au niveau de cette compétition. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose sur la réponse que la SEC voulait donner après l'ouverture du score. Mais bon. Ensuite, il y a eu cette résilience-là, dans la difficulté, la capacité pour ces joueurs-là de se transcender et surtout d'aller de l'avant. Le collectif, c'était bien. Et puis, les individualités, notamment Poku, qui est l'homme fort hein, de cette équipe de la SEC en ce début de saison au niveau du championnat, c'est lui qui a enclenché. Il était au départ et à la conclusion de l'action qui amène le but. C'est pour toutes ces raisons, je dis, oui, ça me rassure parce qu'on a vu un bon contenu de la SEC. D'accord. On a M. Kone Yakuba qui nous appelle de Lakota. Il est en ligne. M. Kone Yakuba, bonsoir.
Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Ah, j'aime votre punch. D'accord. Je vous laisse saluer le reste de la team. Bien, je voudrais vous saluer avec emphase. Oui. Je suis Koné Yacouba, oui. Grand supporter du stade d'Abidjan du Mal éternel. Oui. Mais bon, très sensible également à ce que la SEC fait. D'accord. Et c'est pourquoi je voudrais dire qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Oui. Disons simplement que la SEC a représenté valablement la Côte d'Ivoire en Tanzanie. C'est un résultat qui nous rassure. Il nous rassure tout simplement parce que les Mimos ont fait preuve de résilience. Ils ont fait un travail formidable avec un coach qui a commencé à comprendre véritablement la Coupe d'Afrique. Et puis une équipe qui a résisté aux Tanzaniens dans un environnement qui lui n'était pas totalement favorable. Donc, de mon point de vue, il ne faut pas faire la fine bouche. Il faut rendre hommage à la SEC qui a représenté la Côte d'Ivoire de façon assez éclatante. Exactement. Merci beaucoup, M. Koné Yacouba. Merci bien. Allez au stade d'Abidjan, s'il vous plaît. Par contre. On salue le stade d'Abidjan. Oui, Jean-Philippe, vous désirez ajouter quelque chose? Non, moi, je veux parler un peu de l'un des éléments même clés de mon hésitation par rapport à une réponse positive à la question. Si on a suivi un peu le parcours de la SEC l'année passée en Coupe CAF, en phase de poule, la SEC avait débuté par un match nul à Bouaké face à l'équipe de Moteba Pembe avant d'aller s'incliner lourdement du côté du Nigeria. C'est vrai que cette fois-ci, on va accueillir notre adversaire ici à Abidjan, mais c'est le WAC. Le WAC, cet ogre africain qui n'a pas peur de voyager, comme l'a si bien dit Laurent tout à l'heure. C'est une formation qui va venir à Abidjan avec la ferme volonté de marquer ses premiers points dans cette phase de poule. Parce que déjà être largué avec 2 défaites pour eux, ce serait pratiquement signer leur arrêt d'existence dans cette édition de la Champions League. Parce que quand même, c'est une poule assez relevée. Vous avez Galaxy qui est une formation complètement inconnue qui débute sa campagne par une victoire. Vous avez la SEC Mimosa qui est demi-finaliste de la Coupe CAF qui, comme on l'a si bien dit, sur sa lancée et qui ne voudra pas perdre. Vous avez également les Simba qui sont les habitués de cette compétition. Donc le WAC, il ne va leur rester plus aucun joker à griller avec 2 sorties encore à venir. Donc ça va être une rencontre assez difficile. J'espère simplement que pour Julien Chevalier et ses hommes, ils n'ont pas oublié le périple de l'année dernière où après 2 journées, ils étaient pratiquement éliminés de la compétition. Là, il a fallu faire un finish mémorable pour pouvoir sortir de la poule. En Champions League, on ne se permet pas d'avoir ce genre de passif. Donc c'est vrai, ils ont débuté par un match nul à l'extérieur. Il ne faudrait pas qu'ils grillent ce joker-là. Voilà, c'est comme au tennis. Quand vous prenez le jeu de votre adversaire, vous devez ensuite enchaîner pour faire le break. On espère qu'ils vont faire le break à Abidjan. Par rapport à leur adversaire, je dirais naturel dans cette poule, qui n'est autre que le Wydad Athletic Club de Casablanca. Et puis, à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde sera rassuré. On pourra enfin dire, ah, la SEC est en train de partir en quart de finale, mais pas avant du tout. D'accord. Mais déjà, par rapport à ce match face au Simba, je vois que vous tous, bon, pour ceux qui ont dit oui, même les appelants, vous avez tous noté la résilience de l'équipe de la SEC, le mental, un match nul malgré cet environnement qui ne lui était pas du tout favorable. On peut dire quand même que la SEC Mimosa s'en sort plutôt bien. Laurent, oui. Oui, mais la SEC, c'est vraiment motivé pour pouvoir faire le match nul parce qu'à SEC d'avant, à 1-0, c'était fini. Oui. Une fois que tu es à SEC mené 1-0 pour revenir au score, c'est très, très difficile. Mais depuis 2 saisons, la SEC parvient à gagner à l'extérieur. La SEC parvient à renverser un résultat. On a vu même en 8e de finale contre Al Ahly Benghazi, la SEC était menée sur son stade 1-0. Et la SEC est revenue à 2-1 pour se qualifier. Et là encore, la SEC était menée à l'extérieur, elle est revenue au score. Ça, c'est l'une des vertus fondamentales de Julien Chevalier. Parce que quand on ne connaissait pas du tout à la SEC. Donc je pense qu'il y a ce caractère de gagneur qui caractérise cette équipe. Je pense que contre le WAC, la SEC devrait pouvoir gagner ce match et puis avoir 4 points de plus sur son adversaire le plus dangereux. Mais le Galaxy, bon, quand Galaxy allait gagner au Maroc, bon, mais les journalistes marocains avaient accusé l'entraîneur de Galaxy de sorcellerie. Ah. Ouais, ils avaient accusé de sorcellerie parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait 22 tirs, 9 cadrés, aucun but. Galaxy a fait 4 tirs, 2 cadrés, 1 but. Donc, à la conférence de presse, l'entraîneur de Galaxy, il s'est levé, il est parti. Il a dit que les journalistes marocains ne lui accordent aucun respect. Ah ouais. Et le Maroc aussi, on peut gagner un club marocain au Maroc, pourquoi pas? Puisque même
en 1998, l'année de Sac Lasek, Lasek était allé battre le Raja à Casablanca 1-0. Ouais. Et c'est cette victoire même qui a été le déclic qui a permis à Lasek de gagner la Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie du tout. Oui, Clément, on revient sur le coaching de Julien Chevalier, finalement, qui est un coaching gagnant. Oui, tout à fait. Un coaching gagnant, c'est là qu'on note les progrès de Julien Chevalier, parce qu'il a un système qui devient de plus en plus modulable, qui se transforme au fur et à mesure que la rencontre avance. Et il va démarrer d'abord avec un 4-5-1 pour pouvoir bloquer cette formation de Simba de Tanzanie, qui n'a pas eu d'espace, qui n'a pas eu d'occasion, qui n'a même pas eu de situation réelle, voilà, pour pouvoir inquiéter cette formation de la SEC. Et puis tu as subitement la SEC qui est menée. Et puis en seconde période, il fallait cette réaction-là. Là, il déploie son jeu offensif. Il étale maintenant son 4-3-3 avec Mofossé sur le couloir. Et puis tu as Caboret devant, plus Poku qui était à gauche également. Là, il a senti que son équipe avait besoin de situations offensives. Il va faire rentrer Diarra-Souba qui va rapprocher de Mofossé, qui va rapprocher de Poku. Et on a vu que l'action, il vient quand même de ces changements, parce que tu as Sankara qui est entré également sur le coaching de Julien Chevalier, qui va faire le retrait pour Poku. Bravo à lui, parce que voilà, c'est un coach qui commence à prendre la mesure de son groupe, qui commence à mettre son groupe en confiance. On parlait de la révolte de la SEC Moza. Moi, j'attendais réellement la seconde période pour voir cette formation de la SEC Moza. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un championnat cette saison, ils ont inscrit 18 buts, et sur les 18 buts, ils ont marqué 12 buts entre la 65e et la 90e minute. Donc c'est une équipe qui finit fort. Et quand tu finis fort comme ça, ça veut dire qu'il y a un excellent boulot, que ce soit du coach, que ce soit du préparateur physique. Donc moi, j'attendais réellement cette formation de la SEC en seconde période. Bravo à lui, parce que voilà, c'est un coaching qui peut vous permettre, un coaching gagnant qui peut vous permettre d'aller loin dans une compétition. C'est vrai que vous avez la qualité dans l'effectif, mais si vous n'avez pas un coach qui sait utiliser vos forces, qui sait utiliser vos qualités, ça sera difficile pour vous d'aller dans cette compétition. Bravo à lui, parce qu'il m'a montré quand même un doux visage dans cette rencontre-là. Il démarre avec un 4-5-1, il finit en force avec un 4-3-3 pour aller chercher ce résultat-là. Et c'est vrai qu'on parle de oui. Pourquoi on dit oui? C'est pas parce qu'il y a eu ce match nul, mais quand tu prends même dans ce qu'on appelle le contenu, dans la production du jeu, Simba a été totalement dominé dans tout ce qui est compartiment du football dans cette rencontre-là. S'il n'y a pas ce pénalty sifflé, je ne voyais pas comment est-ce que Simba allait faire la différence face à une équipe bien en place. D'accord. Est-ce que ce pénalty était justifié? Non. Pour moi, oui. Hein. Moi, non. Parce que quand on regarde l'action, d'abord, le joueur tanzanien, il frappe. Wanlo qui part sur l'action a les mains dans le dos. Donc, du coup, la balle vient contre la main. Les règles disent quoi? Que si on fait action, c'est-à-dire on agrandit la surface de son corps avec les mains et qu'il y a contact avec la balle, on siffle pénalty. Mais ça n'a pas été le cas sur l'action de Wanlo. Il avait les mains dans le dos et la balle est venue sur la main. Sur la main, oui. Et même les commentateurs, ils l'ont dit. Il n'y avait aucun pénalty, un pénalty inexistant. C'est pas que ça touche la main, mais les règles ont changé, ce n'est plus comme avant. Oui. Voilà. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, bon, JP qui me dit que ça existait, peut-être il a un autre argument à donner. Donner mes arguments. Voilà. D'accord, Jean-Philippe, on vous écoute vos arguments. Vous qui trouvez qu'il y avait un pénalty. Moi, j'estime que tout à l'heure, Henri Joël n'a pris que la partie du règlement qu'il arrange dans son argument. Quand il parle seulement d'agrandissement de la surface du corps, on voit très bien que sur le geste, déjà, il y a Wanlo, bien vrai que ses bras soient dans son dos, qui se retourne. Le ballon, qui lui venait de face, il s'est retourné, c'est-à-dire qu'il a eu peur de prendre le ballon au niveau de la face, il s'est retourné et le ballon a touché son bras. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, la trajectoire du ballon. Le ballon partait vers le but. Donc, il y avait une action de but et le dernier élément, les règles sont claires. Il faut que le ballon touche une autre partie du corps avant de toucher la main pour que l'arbitre puisse ne pas siffler le pénalty. Donc, quand j'analyse tout ça, je pense que les commentateurs, les supporters, les observateurs du football peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a un maître sur le terrain qui est l'arbitre. Okay. Est-ce qu'il y a eu mais? Il y a eu mais. Okay. Est-ce que le ballon partait au but? Est-ce que c'était une occasion de but? C'était une occasion de but. Donc, autant on estime que l'arbitre pouvait ne pas siffler. Parce que Wanlo avait essayé de réduire comment on appelle, la surface de son corps en essayant de cacher ses mains. Même si le ballon est parti trouver la main, autant l'arbitre également pouvait siffler un pénalty parce que le geste de Wanlo était quand même équivoque. Okay. S'il était resté face au ballon, qu'il avait le courage de le prendre peut-être en pleine poitrine, il aurait eu très mal.
Mais il a eu peur, il s'est retourné, c'est un fait de jeu. Donc moi j'estime que, de part et d'autre, l'arbitre aurait pu faire un choix, mais le choix allait forcément être interprété de manière diverse. Un supporter de Simba allait estimer qu'on les a spoliés d'un pénalty. Un supporter de l'ASEC allait estimer que c'est normal que l'arbitre ne siffle pas. Donc pour moi, c'est un fait de jeu sur lequel on ne peut pas reprocher à l'arbitre d'avoir sifflé un pénalty. Il y a eu d'autres éléments au cours de la rencontre où on a estimé que l'arbitre aurait dû siffler parce que le jeu devenait rugueux, surtout du côté des Simba, mais on s'est tous rendu compte que vers la fin de la rencontre, l'arbitre avait complètement décidé de laisser le jeu se faire. Il y avait des contacts assez rugueux, et même sur le but de l'ASEC Mimosa, il y avait une récupération. Si c'était un arbitre frileux, il aurait pu siffler un coup franc, mais il a laissé le jeu se poursuivre. L'ASEC est égalisé, il n'est pas revenu à la faute pour dire que non, voilà, comme je suis contre l'ASEC, je vais annuler leur but. Donc moi j'estime que le débat sur l'arbitrage, il faudrait qu'on le laisse un peu. Déjà, ici en championnat, on n'est pas très content de nos arbitres, voilà, qui nous montrent chaque week-end une face hideuse. On ne va pas aller encore en compétition africaine et on va continuer à dire c'est l'arbitre, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de l'arbitre. Bah finalement, justement... Si Wallo n'avait pas touché le ballon de la main, il n'aurait pas sifflé les pénaltys. Finalement, justement, pour éviter toute ambiguïté, est-ce que ce n'était pas préférable d'avoir la VAR dans ce championnat? Oui, si on avait la VAR, moi j'estime que l'arbitre allait rester sa position. Oui, on s'étonne qu'il n'y a pas eu de VAR. Parce que le match était très serré, était très équilibré en ce moment. Et l'arbitre, il cherchait à donner un petit coup de main aux gens. Puisqu'on ne sait pas comment le Simba allait s'y prendre pour marquer, puisque l'ASEC avait vraiment quadrillé sa zone. Oui. C'était vraiment difficile. Donc, cette occasion, quand elle est arrivée, l'arbitre n'a pas cherché à savoir si le ballon a touché la main. Donc, vraiment, il a sifflé. Ça a été instantané. Ça a été instantané. Il a sifflé automatiquement. Ça a été instantané. Non. Allez-y, terminez, Laurent. Oui, mais ça a été instantané. D'où les joueurs de l'ASEC étaient surpris. Est-ce que l'arbitre a vu le ballon aller vers la main? Personne, même moi, je n'ai pas vu. Avant, quand je n'étais pas là-bas, ça, il peut avoir raison. Mais personne n'a vu, mais lui, il a sifflé. Donc là, une fois il a sifflé, les gens ont marqué, le match était ouvert. Oui. Maintenant, en deuxième mi-temps, l'ASEC a décidé de jouer. L'objectif de l'ASEC, c'était d'égaliser. Il faut qu'on égalise ce but. Et ils ont mis les moyens pour pouvoir l'égaliser. Et c'est ce ASEC nouveau-là qu'on revoit. Mais quand tu es mené, bon, il faut vraiment te faire violence pour chercher les arguments, attaquer, foncer et puis pour marquer ce but. Et ASEC a pu le faire. Alors, oui, Clément, je n'ai pas entendu l'avis de Clément. Clément, est-ce que le pénalty était justifié? Je pense que c'est quand même sévère quand on prend... Voilà, parce que là, on nous demande carrément de... on nous demande carrément de couper les bras pour jouer au football parce que voilà, il met les bras dans le dos et puis voilà, le ballon vient sur sa main. Je pense qu'il pourrait faire preuve de psychologie quand même et c'est ça aussi l'arbitrage. Et quand tu es à l'approche des vestiaires, de la pause comme ça, je pense que certains pénaltys qui pourraient laisser passer, certains pénaltys qui sont sévères pour moi. Parce que voilà, on ne peut pas demander à un joueur de couper ses bras pour venir jouer au football. Ah, peut-être Dipi, il peut jouer comme ça. Non, mais c'est quand même exagéré parce qu'il y a ce qu'on appelle l'interprétation aussi. Voilà, et c'est pas parce que le ballon va sur le bras qu'il aura forcément pénalty. Après, on sait que ça va dans tous les sens maintenant avec tout ce qui est nouvelles règles de football, que ça vous tape involontairement, mais volontairement ou pas. Voilà, les arbitres ont tendance à donner pénalty. Peut-être que c'est ce que l'arbitre égyptien a appliqué dans cette rencontre-là, mais Dieu merci que ça n'a pas enlevé quand même, ça n'a pas détruit la volonté ou encore l'engagement de cette formation de l'ASEC Mimosa. Mais pour moi, ce pénalty est un peu sévère. Un peu sévère. C'est pour ça qu'on déplore l'absence de la VAR. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, rapidement, il a évoqué le cas de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que moi, j'aimerais interpeller pour ce que tout le monde ici au pays. Parce qu'on a tendance à tirer un peu sur nos arbitres. Quand on part sur le continent africain, on remarque qu'il n'y a même pas meilleur. Parce que cet arbitre-là, pour moi, ce match, il le rate. Autant la CAF est exigeante sur les infrastructures, sur presque tout ce qui concerne les compétitions en Afrique, autant la CAF doit aussi être exigeante sur ceux qui sifflent les rencontres. On a vu ces dernières années, notamment des représentants des arbitres sur les compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde, Chikazoué et les autres commettent des erreurs de débutants. Mais ce sont les mêmes qui sont toujours là-bas. Par contre, nous, ici, on est tout le temps en train de tirer. Moi, je pense qu'on doit même faire la promotion de nos arbitres ici, parce qu'il y en a de très bons. Il y en a de très bons, parce que ceux que nous voyons souvent dans les compétitions africaines et même internationales ne sont pas meilleurs que ceux qui sont ici, mais ils sont toujours là-bas. Ils bénéficient de cette promotion-là. C'est pour cela qu'ils ont toujours ces
voilà, cette désignation pour siffler ces genres de matchs. Très bien noté. Le débat de ce soir, donc la question LGT, Ligue africaine des champions CAF, le nul obtenu par l'ASEC en Tanzanie, vous rassure-t-il pour la suite de la compétition? Appelez-nous au 27 21 59 93 99. On a aussi les statistiques du match Simba-ASEC qui vont s'afficher maintenant. Allez, au niveau des tirs cadrés, c'est 11 pour la SEC, 2 cadrés, 8 pour Simba, 4 cadrés. La possession, c'est 52-48. Au niveau des passes, c'est 355 passes pour Simba contre 335 pour Simba contre 323 pour la SEC. Au niveau des cartons, des fautes plutôt, c'est 10 fautes pour Simba contre 9 pour la SEC. Pas de carton jaune pour la SEC, 1 pour l'équipe de Simba. 3 corners pour la SEC, 2 pour Simba. Et puis au niveau de hors-jeu, c'est 2 pour Simba, 1 pour la SEC. Voilà. Alors, est-ce que ces statistiques reflètent la physionomie du match, Laurent? Oui, quand on regarde, le 1-1, il est équitable parce que les deux se sont vraiment neutralisés. Seulement la SEC, chaque équipe a eu sa mi-temps. Le Simba est la première mi-temps. Elle a capitalisé avec un but. La SEC aussi a eu sa mi-temps. Elle a égalisé beaucoup la deuxième mi-temps. Moi, je pense que c'est vraiment un score équitable. Équitable. Voilà. Jean-Philippe, finalement, dans ce jeu, est-ce qu'il y a un compartiment qui vous a rassuré? Moi, du côté de la SEC, Mimosa, clairement le milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé le travail des 6, Baudelaire. J'ai beaucoup aimé également le travail, je crois, de Kwame Christian, qui est sorti après. Et je crois que c'est Sankara. Bon, j'ai oublié le nom du milieu qu'il a. Voilà, qui est rentré dans le milieu, qui était vraiment formidable. C'est Diarra-Souba qui entre. Voilà, Diarra-Souba formidable. Vous avez le même avis que Clément? Non, j'ai suivi la rencontre. D'accord, Clément, attendez votre tour. Voilà, parce que il m'a permis de retrouver le nom de ce garçon, Diarra-Souba, parce que c'est surtout sa qualité technique, sa conservation de balle, parce qu'à chaque fois que les joueurs du Simba se dégageaient et que le ballon arrivait sur lui, c'est le garçon qui essayait de récupérer le ballon, le poser et puis d'orienter le jeu. Et donc, il a permis à la SEC de garder son ADN dans cette rencontre au moment où les Simba, sachant qu'ils étaient complètement pris à la gorge par les jaunes et noirs, essayer un tout petit peu de changer la physionomie de la rencontre en pratiquant un football fait de longues balles, essayer de se dégager au fur et à mesure. Donc finalement, la SEC a su à chaque fois ramener le ballon et puis du milieu des terrains procéder aux relances. Même le but, comme je l'ai dit, est parti d'un magnifique travail de Diarra-Souba qui a pu décomposer, je crois, avec son capitaine. Et puis rapidement, en contre-attaque, en projection, la SEC est allée inscrire cette égalisation. Je pense qu'au niveau des hommes du milieu des terrains de Julien Chevalier, de toutes les façons, c'est le secteur, je pense, qui a le moins bougé au niveau de l'intersaison. On a pu se rendre compte des automatismes et puis également de l'abattage du travail qui est effectué. Pour terminer, concernant ces garçons, je pense qu'on se posait la question de savoir si, au niveau de l'équipe nationale, il ne serait pas préférable d'avoir 9 destructeurs qu'on n'arrive pas à trouver parce que tous nos milieux de terrain ont tous tendance à se projeter vers l'avant. Je ne me ferai pas forcément... je dirais, le défenseur ou l'avocat d'un milieu de terrain, mais je pense que du côté de la SEC, on peut essayer peut-être un Baudelaire ou bien un autre joueur, voilà, parce que là-bas, ils ont des Suisses véritablement destructeurs et qui se frottent à la haute compétition, ce serait peut-être pas mauvais pour l'équipe nationale. Oui, oui. Clément, justement, le milieu de terrain aussi? Oui, tout à fait. Je pense que moi, je vais mettre en avant le collectif parce que je trouve que pour faire un match pareil, il faut un bon collectif. Et voilà, il y a beaucoup de garçons qui commencent à prendre de la place dans cette équipe de la SEC Mimosa. On parle de Bakré à droite qui, depuis le championnat, fait un bon championnat. Voilà, il a fait un excellent match également parce qu'il faut le noter, la force de Simba, c'est le couloir. Et lui, avec Zouzou, ils ont quand même bouché le couloir à cette formation de Simba. Et puis l'abattage de Akaïsis Baudelaire, quand même, parce qu'il fallait être dans le combat avec Kwame Christian. On sait que Kwame Christian, c'est l'expérience. Lui, voilà, il doit avec cette compétition-là qu'il a remportée avec le tout-puissant Mazembe. Tu as l'expérience de Akaïsis Baudelaire également, et qui traduit quand même l'évolution de cette formation de la SEC Mimosa qui, maintenant, sur les 3 saisons en compétition africaine, sait aller chercher des résultats
à l'extérieur. Et pour aller chercher des résultats à l'extérieur, il faut être quand même dans le duel, il faut avoir un bon collectif. Parce que quand on prend l'avant-dernière saison, ils étaient dans la même poule que Renaissance Sportive Beka, l'Union nationale de gendarmerie du Niger et puis cette formation de Simba. Voilà, la SEC fait un 3-6-3 à domicile, pour ne pas dire à Cotonou, mais ils n'ont pas réussi à aller chercher ce point à l'extérieur, voilà, qui allait permettre à cette formation de la SEC de franchir un cap. Et là, depuis maintenant, où ils font demi-finale de Coupe de la Confédération, on voit un bon collectif. Donc moi, je mise plus le collectif de la SEC Mimosa parce qu'il n'y a pas de réel star. D'accord. Henri Joal a parlé de Pokou, qui est le baromètre, qui est le monsieur pour Serge Pokou, de la SEC Mimosa. Oui. Bon, on va avancer, hein, messieurs, et pour cela, je vous invite justement à jeter un regard sur le groupe B pour la suite de la compétition. Le groupe de la SEC Mimosa avec les résultats de cette première journée, Simba SEC 1-1. Et puis la grosse information, c'est la défaite de Wydad de Casablanca à domicile face au Jwaneng Galaxy. Voilà. Et puis au classement, les Galaxy, hein, ils sont leaders avec 3 points plus 1. La SEC et l'équipe de Simba viennent en 2e et 3e position. Et puis le WAC à 4e avec 0 points moins 1. Allez, lors de la prochaine journée, la 2e journée, la semaine prochaine, Galaxy face à Simba. Ça sera un gros match hein, pour cette équipe de Simba. Et puis la SEC ici va recevoir l'équipe de Williamsville. Et non, Wydad de Casablanca. C'est le samedi 2 décembre. Oui, je voulais dire Williamsville Athletic Club. Voilà. Et bon, je sais que Laurent déjà a cité quelques bons points qui ressortent maintenant de l'équipe de la SEC. Mais pour la suite de la compétition, qu'est-ce que l'équipe de la SEC doit améliorer? Bon, il faut calculer. Hein, en Ligue des Champions, il faut faire des calculs. Bon, tu as pris un point chez l'adversaire. Ton premier match à domicile, il faut absolument le gagner pour capitaliser ton point que tu as reçu. Sinon, si tu perds ici ou bien tu fais nul, c'est que le point que tu as gagné, c'est anecdotique. Donc la SEC doit calculer pour gagner le WAC ici. Et après, voir la suite des événements. Parce que la Ligue des Champions, c'est 6 journées, ce n'est pas plus. Donc quand tu perds un match à domicile, franchement, tu as très peu de chances de passer. Et les autres années, ce qui tuait la SEC, c'est le petit point qu'elle n'arrivait pas à gagner. Bon, cette année, elle a eu ce point. Il faut le capitaliser en gagnant tous les matchs ici. Tu as 10 points. Et 10 points, un autre point à l'extérieur, 11 points, tu passes. Donc, c'est vraiment le calcul à faire. Et puis, il y a des équipes qui ne doivent pas te gagner à domicile. Voilà. Mais c'est Galaxy qui a vraiment dérangé. Qui a dérangé. Voilà, parce que là déjà, les 4 vraiment ont toutes leurs chances de qualification. Oui. Moi, je pensais que Galaxy était le maillon plus faible, parce qu'il est 5e dans son classement. C'est une équipe créée en 2014, une jeune équipe, bon, qui n'a pas un grand passé en Ligue des Champions, et qui vient bouleverser toutes les hiérarchies. Donc, il faut faire très attention. Entre les 3, ou le WAC, la SEC, les Simba, il y a un qui risque de rester à quai. Et une équipe du Botswana. Hein. Voilà. Oui, Henri Joël, qu'est-ce que la SEC doit améliorer? Déjà, devant, il faut marquer. Il faut avoir un attaquant capable de marquer. Jusqu'à présent, c'est rare de voir les numéros 9, parce que ce sont eux qui doivent être à la conclusion des actions. C'est vrai, le jeune Kaboré, il a beaucoup bousculé, oui, il a de l'activité. Mais il manque cette expérience-là des grandes compétitions, et on l'a vu dans le match. Voilà. Il y a des actions où un attaquant d'une certaine expérience aurait fait autrement. Mais il a la fougue, il a l'envie. Pour l'instant, ça ne suffit pas. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut améliorer, c'est devant. C'est-à-dire, quand on a vu dans les stats, la SEC a eu 11 frappes. Ouais, 11 tirs. C'est 2 cadrés, un seul but. Donc, ça veut dire que on peut mieux faire, au moins arriver à cadrer plus de la moitié de ses frappes. Okay. Et je pense que si vous arrivez à cadrer la moitié de vos frappes, forcément, en tout cas sur l'une des frappes là, ça peut créer quelque chose. Il faut réussir devant à... Maintenant, et quand on parle, c'est par rapport au match qui arrive. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a gagné, il y a eu ce point du nul face à Simba, mais le WAC viendra ici en tant que favori hein, dans ce match. Ils viendront à Abidjan en tant que favori. Donc, tout de suite, ne pas se jeter à l'abordage, les observer d'abord, dans un premier temps, pas trop les respecter, les observer, regarder comment ça se passe, et puis après, comme ils l'ont fait en Tanzanie, dérouler. Parce que si tout de suite, on essaie d'aller titiller cette équipe du WAC,
ça peut, parce qu'on va laisser forcément des espaces derrière, ça peut être préjudiciable pour cette équipe de la SEC. D'accord, donc Henri Joël devant, Laurent calculé. Oui, Jean-Philippe. Face au WAC, je dirais que je prendrais je prendrais Henri Joël à contre-pied, carrément. Non, c'est pas comme d'habitude. Vous savez, une équipe comme le WAC qui a perdu à domicile après avoir tout le temps tenté face à une formation du nom des Galaxies, qui vient à Abidjan, jouer contre la SEC Mimosa, elle ne peut pas s'amuser à jouer à tout va. Bien au contraire, elle va essayer d'aspirer les jeux des Noirs, elle va essayer de gagner sur le temps, elle va essayer de faire déjouer l'équipe locale pour essayer même de gagner par un but d'écart. Pour eux, le plus important, c'est la victoire pour se relancer. Peu importe le score. Et pour moi, j'estime que la SEC devra jouer son football, devra imposer ici à Abidjan sa domination territoriale. Ce n'est pas à la SEC Mimosa de rester derrière, d'attendre que cette formation du WAC sorte, de laisser l'initiative à l'adversaire de jouer son jeu. La SEC n'a pas de points à défendre. Elle n'a pas de victoire à défendre. Elle doit aller chercher sa victoire. Donc moi, j'estime que Chevalier, bien qu'en étant prudent avec ses joueurs, doit leur permettre de pouvoir asseoir une domination de cette rencontre. Il faut qu'ils jouent libérés. Ce sont des garçons qui ont montré depuis maintenant 2-3 ans qu'ils savent ce que c'est que la compétition de haut niveau. Ils sauront comment gérer cette formation du WAC. Et puis, on connaît un tout petit peu la mentalité de nos frères marocains. On l'a vu lors du dernier match amical face aux éléphants. Quand ils étaient bousculés dès l'entame de la rencontre, ils ont commencé à douter. Ce sont des joueurs à qui il ne faudrait même pas laisser le temps de pouvoir réfléchir, respirer et asseoir leur jeu. Donc, je pense que Chevalier devrait... Bon, de toutes les façons, j'ai l'impression que l'équipe joue libérée. J'ai l'impression que c'est Gassé qui a porté un masque. Très bien. Oui, Clément, assez rapidement. Ouais, je pense qu'il faut rendre Félicia en tant qu'une forteresse imprégnable parce que voilà, si vous craignez cette formation de Wydad de Casablanca qui a beaucoup de qualité parce qu'elle connaît cette compétition-là, finaliste, vainqueur l'année passée et puis voilà, finaliste cette année, finale perdue face au National du Caire. Donc je pense que c'est une formation expérimentée qui va venir bousculer cette formation de la SEC. Donc concrètement, que doit faire la SEC? Je pense qu'il faut, il faut regarder cette formation de Wydad dans les yeux parce qu'il y a quand même de la qualité dans cette formation de la SEC Mimosa. Aller les chercher, voilà, ne pas craindre cette formation, ne pas renvoyer un langage corporel de la défaite ou bien de la peur à cette formation du Wydad de Casablanca parce qu'il y a quand même de la qualité. Voilà, et vous êtes à domicile, à vous de vous faire respecter. S'ils ont été battus par Galaxy, ça veut dire que la SEC également peut faire mal à cette formation de Wydad de Casablanca, mais qui reste quand même une bête blessée. Et attention quand même à une bête qui est blessée. Qui est blessée, oui. Question LGT, donc Ligue africaine des champions CAF. Le nul obtenu par la SEC en Tanzanie vous rassure-t-il pour la suite de la compétition? Voyons donc l'avis du public sportif ivoirien. Je pense que la SEC, c'est une grande équipe. Et puis, ces garçons-là savent ce qu'ils veulent. C'est pourquoi, bon, à l'étranger, ils ont fait tout possible pour arracher le nul. Donc, pour moi, la SEC rassure pour la prochaine compétition. La SEC, déjà, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté que depuis un certain temps, nos clubs ne participaient pas à ces différents championnats à l'international. Et donc, la SEC vient de montrer que, une fois de plus, elle peut toujours faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Quant à l'assurance ou la rassurance pour les prochains matchs, je crois bien qu'avec les conseils du coach, avec l'encadrement, le dispositif que la SEC a et les joueurs, véritablement, je crois bien que la SEC pourra faire mieux. La SEC même, c'est une équipe qui est habituée aux compétitions internationales. Et moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que bon fervent supporter de la SEC, pour ma part, je pense que cela nous rassure. La SEC peut faire mieux dans les matchs à venir dans certaines compétitions. Souvent, en menant à 5 1-0 et puis on peut égaliser à la dernière minute en voulant tuer le match, mais malheureusement, on a fait 1-1. En tout cas, ils ont une très belle équipe. On va les voir là en avant. Ce nul rassure. Pourquoi? Parce que là, ils sont en terre étrangère. Voilà, ils sont en terre étrangère. Ils ont su voyager. Ils ont su réagir parce qu'on était mené à la première mi-temps. Ils ont su réagir. Alors, je pense que c'est rassurant, très très rassurant pour les prochaines compétitions. Tous déjà pour vos avis par rapport à la question LGT de ce soir. Merci à vous aussi sur le plateau et à nos appelants, M. Kadio Alfred, M. Kofi Mathieu, M. Kone Yakuba. Continuez de nous appeler chaque soir dans la grande team. Bon, on passe à Saga des pros maintenant.
Des nouvelles de nos internationaux qui étaient au front ce week-end. On fait le point avec cette vidéo. Alors, ce week-end, on avait donc Wilfried Zaha, Diakité Ouma, Simon Adingra et Sébastien Haller. Un mot sur nos internationaux pour ce week-end. Laurent? Bon, Zaha, on l'a vu. On l'a vu, c'est un excellent joueur, mais c'est l'enfant terrible du football ivoirien. Parce qu'on a besoin de ses qualités de footballeur, mais quelque part aussi, il pose problème avec son comportement. Donc, faut-il le prendre en sélection? Oui ou non? Ça dépendra de l'entraîneur. Parce que si l'entraîneur a besoin de lui par rapport à ses qualités, mais si son comportement aussi n'impacte pas le groupe, là, on fait comment? Parce que voilà le problème Zaha. C'est le dilemme qui est là. C'est le dilemme qui est là. On le prend, il gâte le groupe, ou bien on le prend, il nous marque des buts, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le met à côté. Jean-Philippe. C'est seul. Bon, de toute façon, moi, je ne vais pas me prononcer sur ça. Je pense qu'il va forcément avoir une rencontre avec Jean-Luc Gasset dans les jours à venir et ils vont aplanir leurs différends. Mais c'est vrai, on a cité tous ceux qu'on a pu voir samedi et dimanche, sauf qu'à quelques minutes de l'émission, il y a Nicolas Pepe qui s'est signalé. Donc, voilà. Donc, il a inscrit encore un nouveau but. Je pense qu'on a parlé de cette liste à 27. Je pense que Gasset avait déjà dans son esprit 26 joueurs, 25 plus 1. Le plus 1, c'est bien évidemment Wilfried Zaha. Et le 27e, on se demandait, est-ce qu'il allait aller chercher parmi les plus jeunes qui sont performants? Moi, j'ai pensé à un garçon comme Datro notamment. Ou bien il allait aller chez les plus anciens pour essayer de piocher. Et là, Nicolas Pepe est en train de démontrer sur ses dernières sorties qu'il a véritablement envie de tout simplement compliquer la tâche à Jean-Luc Gasset, entre guillemets, mais la compliquer positivement en essayant de se mettre comme l'élément qui manquerait aujourd'hui à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire pour être complète pour cette grande fête. Donc, je pense qu'il va falloir regarder aussi à ce niveau-là, au niveau de la performance de Nicolas Pepe, qui pourrait revenir en sélection nationale. En tout cas, félicitations à nos pachydermes qui brillent à l'international. Bon, on termine avec le jeu. Donc, place au jeu ce soir. On part donc pour le plus calé. Alors, pour le plus calé de ce soir, spécial actualité sportive, on joue donc en équipe. Laurent jouera donc avec Clément, ce sera l'équipe A, et l'équipe B, Henri-Joël et Jean-Philippe. On y va pour la première question. Quel pilote a remporté le 22e et dernier Grand Prix de la saison de Formule 1? Réponse A, Charles Leclerc. B, Max Verstappen. C, Sergio Pérez. La réponse B pour tout le monde, c'est la réponse B. Max Verstappen, le pilote néerlandais, déjà sacré champion du monde pour la 3e fois, a remporté sa 19e course de la saison dimanche à Abu Dhabi. Deuxième question. Quel joueur de rugby a été sacré meilleur joueur du top 14 en 2023? A, Antoine Dupont. B, Romain Tamac. C, Damien Penaud. A, B ou C? On y va, l'équipe B. La réponse A pour tout le monde, c'est la réponse A, Antoine Dupont. Le demi de mêlée de Stade Toulousain et de l'équipe de France a été désigné meilleur joueur du top 14. Troisième question. Quel pilote de MotoGP a été sacré champion du monde 2023? A, Alex Marquez. B, Georges Martin. C, Francesco Bagnaia. A, B ou C? Non, ils n'ont pas regardé. Non, si. Non, ils se sont consultés. Dans la VAR, Clément, je suis. Bon, il n'y a pas de VAR ce soir. Voilà. La réponse C pour tout le monde. C'est la réponse C, oui. Le pilote italien a remporté son 2e titre de champion du monde en s'imposant à Valence dimanche. Quatrième question. Vous aurez dû attendre aussi avant de lever la toise. Bon, on y va. Il y a trop de temps. Au tennis, quel pays a remporté la Coupe Davis 2023? A, Australie. B, Serbie. C, Italie. Australie, Serbie, Italie. On y va. Henri-Joël, c'est vous qui parlez de mettre trop de temps. C'est pas tricher. On y va, messieurs. Voilà. La réponse A pour l'équipe B, la réponse C pour l'équipe A. C'est la réponse C, Italie.
Emmené par Yannick Sinner, l'Italie a soulevé le deuxième saladier d'argent de son histoire en dominant l'Australie 2-0 dimanche à Malaga en Espagne. Deuxième sport quand même après le football. Oui, cinquième et dernière question. Combien de défaites compte le Racing Club d'Abidjan en Ligue 1? Et qui est? A, 0. B, une défaite. C, 2 défaites. Combien de défaites compte le Racing Club d'Abidjan en Ligue 1? On va pas passer tout le temps ici, là. On y va. La réponse C pour l'équipe A, la réponse B pour l'équipe B. Sa réponse B, oui, une défaite. Le Racing Club d'Abidjan a subi sa première défaite de la saison ce week-end à Yamoussoukro face à Bouaké FC en match comptant pour la 12e journée de la Ligue 1. Voilà un tout petit point. Bon, roulement de tambour. Pour une égalité parfaite, voilà, vous êtes tous les deux, je ne sais pas si je dois dire victorieux, voilà, match nul. Donc, les pas de danse pour ce début de semaine, pour ce soir, pour ce lundi soir, c'est pour tout le monde. Comment on danse ça en état ça là? Nous, on danse Luxon Pado. Mais allez-y, messieurs, quand même. On termine en beauté. On fait comment? C'est comme ça? Attends. Voilà ce qu'elle fait. Laurent, quand même, bougez un peu. Voilà. Mais voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Premier numéro de la semaine. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci. Merci Clément. Merci Jean-Philippe. Merci Henri-Joël. Merci Marie-Christine. Merci à vous aussi. Et puis on se retrouve demain en direct 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.